Alors, je me présente, Maxime Sescos, je suis chargé de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Euh, donc, pour faire assez rapide, je sais que certains d'entre vous ont déjà participé à d'anciens webinaires et donc connaissent un peu l'ARACT. Très rapidement, l'ARACT Nouvelle-Aquitaine est l'association pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, une association qui est administrée par les partenaires sociaux de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes une structure généraliste, pas spécialisée dans le secteur du médico-social. Nous intervenons un peu sur tous les secteurs. Nous avons 3 sites en Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous sommes basés à Bordeaux, Limoges et Poitiers, avec des équipes qui peuvent intervenir sur le territoire dans des missions d'accompagnement ou de porteurs de projets ou d'entreprises sur des projets d'amélioration des conditions de travail au sens très large. Donc, il y a une ARACT par région en France et nous faisons partie d'un réseau, le réseau ANACT-ARACT, qui est piloté par l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et donc sous tutelle du ministère du Travail. Nos grandes missions sont vraiment promouvoir l'amélioration des conditions de travail, toujours en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles, accompagner les collectifs, les entreprises pour expérimenter les outils et nos approches et diffuser les enseignements, la capitalisation que nous pouvons faire de ces différentes démarches pour que ça profite à un plus grand nombre. Nous avons une mission de service public pour ça et nous accompagnons le plus possible. Notre cible, ça va être plutôt les structures du secteur privé de la Nouvelle-Aquitaine, plutôt les TPE-PME. Donc, dans le cadre de ces ateliers webinaires que nous menons aujourd'hui, nous avons un partenariat avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui nous lie de manière pluriannuelle et les webinaires sont un des axes de ce partenariat. Donc, c'est des webinaires qui sont enregistrés, qui peuvent après être vus en replay, qui sont postés sur la page YouTube de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et sur la page QVT de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez retrouver des anciens webinaires sur la mise en place d'espaces de discussion et sur la conception et l'investissement, toujours dans une logique de co-construire ça avec les professionnels pour améliorer la qualité de vie au travail. Le contenu de ces webinaires, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire un mélange d'apports théoriques, de retours d'expérience et de partage d'outils qui après seront disponibles sur la page pour téléchargement. Le support sera libre pour que vous puissiez le télécharger. Les outils, les liens pour télécharger les outils que nous allons vous présenter seront aussi, ou les ressources seront aussi présentés. Dernier élément, un questionnaire d'évaluation de satisfaction vous sera envoyé à la fin de ce webinaire pour que vous puissiez, bien sûr, nous permettre de nous améliorer et d'améliorer ce format. Aujourd'hui, nous sommes en mode webinaire, c'est-à-dire que vous êtes en tant que spectateur, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir à l'oral comme dans une visio Zoom classique. Actuellement, vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans le chat. Et vous pouvez, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez nous envoyer un message dans le chat. Donc, en direct, je vous propose de me l'envoyer en direct. Et vous passerez alors au mode intervenant, c'est-à-dire un mode Zoom classique où vous apparaîtrez, vous pourrez discuter à l'oral avec les différents intervenants. Si vous avez une question vraiment spécifique par rapport à votre établissement ou quelque chose qui n'est pas forcément en lien avec la thématique de la journée, vous pouvez toujours nous contacter sur le site de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà pour le cadre un peu. Sur ce qui est du programme de ce webinaire, donc nous sommes là ensemble pendant 1h30. Mon collègue Arnaud Barillet va présenter quelques repères sur la question du management du travail. Après, nous aurons des témoignages, des interventions, donc de Madame Michon, directrice du pôle enfance de l'APSA, de Madame Arbutina, qui est responsable pédagogique à l'IFCS, et de Monsieur Lasconjarias, qui est directeur d'un EHPAD. Ensuite, Arnaud reprendra la main pour présenter quelques outils avant et nous nous quitterons un peu avant 15h30 avec une conclusion. Après chaque témoignage, vous pourrez bien sûr nous solliciter pour poser des questions, que ce soit dans le chat ou pour parler en direct aux intervenants. Nous laisserons un petit temps en fonction du temps qui nous restera. Le nombre de questions pourra être limité, mais n'hésitez pas à nous solliciter pour intervenir, que ce soit là pendant la manifestation ou même par la suite. Bien sûr, nous pourrons rester en contact pour échanger sur la thématique. Je m'arrête là pour l'intro, qu'on ait le temps d'aller un peu dans le cœur du sujet. Donc, je passe la parole à Arnaud Barillet, mon collègue. Arnaud, c'est à toi. Merci beaucoup, Maxime. Je vois qu'il est 14h09, presque 10, donc on est parfaitement dans le timing. J'espère que pour respecter le déroulé,
prévu, on continuera d'être sur ce bon rythme. Donc effectivement, par rapport à ces questions assez vastes, larges en tout cas, que sont le management et puis la question du pouvoir d'agir, je vous propose d'apporter quelques repères de cadrage sur ces thématiques et voir comment elles sont aujourd'hui traitées, abordées dans les contextes sanitaires, sociaux, médico-sociaux, avec quand même pour objectif de donner quelques repères sur là où on en est aujourd'hui par rapport à ces notions, et puis d'identifier le chemin qui reste à parcourir pour atteindre cette ambition presque philosophique du pouvoir d'agir, parce que derrière tout ça, il y a malgré tout l'intention que chacun trouve sa place dans le monde du travail. Euh, pour ça, il faut des organisations qui soient bien sûr accueillantes et que chacun puisse déployer et faire progresser ses ressources, ses compétences, avec évidemment dans la ligne de mire, qu'on soit directeur, manager ou salarié, l'ambition de prodiguer des soins de qualité pour les bénéficiaires accueillis dans les établissements. Alors, quelques points de repère sur ces notions de pouvoir d'agir et d'autonomie. Où en sommes-nous? Eh bien, on peut dire qu'on a déjà positionné ces questions-là depuis 2013 comme étant des ressources fondamentales de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Si on reprend les déterminants qui ont été posés par les partenaires sociaux en 2013 de la qualité de vie au travail, on va retrouver bien sûr les questions de conditions de travail au sens classique, mais aussi le contenu et le sens du travail. Alors pour la faire un petit peu plus simple, le contenu et le sens du travail, ça revient à poser la question de est-ce que mon travail est utile, et un, et deux, est-ce que mon travail est intéressant. Donc on a déjà ces fondamentaux de la qualité de vie au travail. Et puis, on a un autre pilier qui est la question des possibilités pour les uns et les autres de s'exprimer et d'agir sur son travail. On a vu depuis quelques années une croissance, je dirais, quasi exponentielle des espaces de discussion ou des possibilités de s'exprimer sur son travail, à tel point que certains appellent ça aujourd'hui la réunionite, même si le terme n'est pas nouveau. Cependant, on voit que le passage du possibilité de s'exprimer sur son travail à la possibilité d'agir directement sur son travail, sur ses conditions de travail, là, il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir parce que il faut aussi balayer devant notre porte et considérer que en France notamment, on n'est pas les plus performants sur ce registre-là pour des conditions notamment historiques de la place de l'expression des salariés dans leur travail. Euh, alors, quand on dit la possibilité d'agir sur son travail, si on essaye de s'appuyer sur les définitions, notamment de la Fondation de Dublin, ça va revenir à quoi, agir sur son travail? Eh ben, on peut considérer qu'il va y avoir trois différentes strates. La première, à l'échelle micro, ça va être la possibilité d'agir sur son poste de travail, pouvoir dire tel équipement, je veux qu'il soit positionné ici sur mon poste de travail, je vais avoir besoin plutôt de tel type de chaussures de sécurité plutôt que celle-là, de tel type de blouse plutôt que celle-là. Donc on est vraiment sur la strate du poste de travail et des équipements notamment. Ensuite, il y a une autre strate, un niveau méso, qui va être la question d'agir sur le fonctionnement et l'organisation, notamment à l'échelle du service, avec des questions du registre de est-ce que comment on peut s'organiser avec les collègues, comment on peut établir ensemble les plannings, est-ce que j'ai des marges de manœuvre par rapport à ça, est-ce que j'ai la possibilité d'agir ou de m'exprimer sur ces questions d'organisation et de fonctionnement collectif.
Et ensuite, il y a une troisième strate qui va être la possibilité de s'exprimer, voire de participer à la définition de la stratégie de la structure. Alors, dans les établissements sanitaires, médico-sociaux, ça va être par exemple sur la rédaction du projet d'établissement. Est-ce que, voilà, même en tant que salarié, est-ce que j'aurais pas mon mot à dire là-dessus, ou en tout cas ma pierre à ajouter à l'édifice sur la définition de la stratégie ou les ambitions de l'établissement. Donc voilà les différents registres sur lesquels on peut définir l'action sur le travail. Alors, vous allez me dire, ça, c'est de la théorie. En quoi ces différents registres, ça va être intéressant pour une structure de les travailler? Je dirais que pour une structure qui porte comme ambition de développer la qualité de vie au travail, ces différentes strates d'implication ont une corrélation directe avec la satisfaction au travail. Pour avancer ce propos, on peut s'appuyer notamment sur la cinquième étude du European Working Conditions Survey de la Fondation de Dublin, qui a mené 44 000 entretiens dans 34 pays d'Europe et qui a pu établir des corrélations entre le niveau de satisfaction au travail, le bien-être au travail et les différents niveaux d'implication des salariés. Alors, vous retrouvez les registres évoqués dans la diapositive précédente sur cet histogramme, avec tout à gauche les organisations qui impliquent les salariés sur très peu de choses, voire rien du tout. Ensuite, ce qu'on appelle discretionary organization, ce sont les entreprises qui impliquent les salariés sur l'organisation du poste de travail. Ensuite, les consultative organizations, qui sont une forme d'implication sur le poste de travail et sur l'organisation du service. Et ensuite, les structures qui ont un haut niveau d'implication, donc celles qui impliquent les salariés sur l'organisation de leur poste de travail, sur le fonctionnement des services et sur la stratégie. Et donc, on voit que les différents niveaux d'implication génèrent directement des niveaux de satisfaction au travail qui sont proportionnels. Donc, on peut se dire que si on veut tendre vers une forme de satisfaction ou de qualité de vie au travail, on connaît le truc qui est rassurant, c'est qu'on connaît un peu la formule magique ou en tout cas la recette pour servir cet objectif. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle un peu moins bonne, c'est qu'en France, on n'est pas très très bon sur ce registre-là, ou si on le formule de manière un peu plus positive, on a beaucoup de marge de manœuvre ou de progrès pour s'améliorer. Quand on compare avec nos voisins européens sur le degré d'autonomie au travail ou d'implication, on voit qu'en France, par rapport à une équipe qui aurait une autonomie complète, on est un petit peu en dessous de la moyenne européenne. Ça, c'est au titre d'une comparaison entre la France et puis d'autres pays. Si on regarde maintenant de manière un peu chronologique sur où en sont les établissements français sur l'implication des salariés, on peut voir, deuxième mauvaise nouvelle, je dirais que la tendance est plutôt négative. Si on regarde les études de la DARES, les études longitudinales voilà, qui sont menées tous les 5-6 ans à peu près, on voit que plus ça va, plus depuis 98, on est de moins en moins dans des formes d'implication où les managers indiquent seulement les objectifs et on mise sur l'autonomie, la responsabilisation des salariés. Et on est de plus en plus sur des organisations où les managers disent précisément comment faire le travail. Et donc, on mise un petit peu moins sur la responsabilité et l'autonomie ou la prise de responsabilité des individus. Donc, une tendance historique qui est
pas forcément à la hausse. Et puis maintenant, si on regarde du côté de la fonction publique hospitalière, alors je m'excuse par avance pour la fraîcheur des données, puisque ce sont les dernières qui sont disponibles sur ce registre de la DARES datent de 2016. Donc, premier mea culpa, mais je pense que les choses n'ont pas forcément beaucoup évolué depuis. Deuxième mea culpa, là on fait un zoom sur la fonction publique hospitalière qui ne représente bien sûr pas l'intégralité du secteur sanitaire et médico-social, mais qui nous donne quand même des tendances assez intéressantes sur où est-ce qu'on en est en termes d'autonomie dans ce secteur d'activité. On voit que sur la possibilité d'organiser mon travail, on voit que c'est dans la fonction publique et hospitalière, c'est là qu'on réunit le plus de pas d'accord comparativement à d'autres secteurs comme la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale ou le secteur privé. Alors, on est sur des chiffres qui vont pratiquement du simple au double, hein, entre les 20% qui ne sont pas d'accord de la fonction publique hospitalière et puis les entreprises de type privé. Donc, on voit que la possibilité d'être autonome et de s'organiser pour son travail, ça reste encore quelque chose de assez compliqué, spécifiquement sur ce secteur d'activité, comparativement à d'autres en France. Je dirais que c'est à peu près la même chose quand on regarde du côté la possibilité de mettre en pratique ces idées. On voit que c'est sur la fonction publique hospitalière que c'est le plus compliqué, ou en tout cas les personnes ne vont pas aller sur le registre du j'ai toujours la possibilité de mettre en pratique mes idées. Ce secteur-là reste un petit peu en retrait par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc, ça doit nous alerter, je pense, sur un petit écart ou un gap à combler sur la possibilité pour les uns d'être autonomes et de mettre en avant leurs idées dans des contextes de travail. Dernier tableau, je vous promets, un petit peu pénible et de statistiques, mais qui n'est absolument pas négligeable parce que c'est là aussi l'intérêt de l'autonomie, c'est la possibilité de résoudre aussi un certain nombre de problèmes en direct et d'incidents pour être réactif et pour éviter qu'il n'y ait des suraccidents ou d'autres problématiques plus graves qui soient déclenchées. Donc le comportement en termes d'incidents, on voit que là encore, c'est dans la fonction publique hospitalière qu'il y a le plus de difficultés pour le régler de manière autonome ou en direct. Donc, l'autonomie, ce n'est pas simplement pour le plaisir de mettre en avant ses idées ou faire des choses un petit peu originales, c'est aussi pour pouvoir être réactif quand il y a une difficulté qui se présente. Et on sait que le monde du travail et notamment le monde de la santé et du soin sont faits d'incidents quotidiens que l'intelligence humaine est censée pouvoir résoudre rapidement et efficacement. À tout cela, je ne rajoute pas un contexte d'attente sociétale qui reste important, voire croissant. On le sait, hein, les salariés, les Français, tous secteurs confondus, ont de plus en plus d'attentes, de reconnaissance, de possibilité de mettre en avant leurs idées, leurs intelligences, leurs initiatives dans le contexte de travail. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, mais c'est vraiment quelque chose qui devient aujourd'hui extrêmement prégnant. Alors, si on commence à basculer sur le registre de l'action, au-delà des constats dont j'ai pu vous faire part, moi j'aurais envie de convoquer Yves Clos qui nous dit que le problème, ce n'est pas de faire remonter les problèmes, mais c'est de faire redescendre les possibilités de les résoudre. Et ça renvoie directement aux questions d'autonomie en cas d'incident que j'évoquais un petit peu plus haut. Donc, c'est vraiment une
une question stratégique pour pouvoir résoudre aussi un certain nombre de problèmes en temps réel quand ils se présentent aux salariés, aux soignants, quand il y a des nécessités souvent de réagir de manière urgente. Je reviendrai juste après sur cette notion d'urgence. Juste après, vous dire que bah, en termes d'action pour développer le pouvoir d'agir et l'autonomie, euh, on a évoqué l'accord national interprofessionnel tout à l'heure, était positionné dans cet accord national interprofessionnel 3 voies pour développer la QVT, qui sont à peu près les mêmes que celles pour développer le pouvoir d'agir et de s'exprimer. Donc, ce sont les espaces de dialogue professionnel, la question du management et l'expérimentation organisationnelle. Je reviendrai sur la notion d'expérimentation organisationnelle vers la fin de la conclusion de ce webinaire. Si, dans un premier temps, on regarde du côté des espaces de dialogue professionnel et de restaurer du pouvoir d'agir par le dialogue, je prendrai simplement un exemple d'une étude qui a été menée au sein de la Pitié-Salpêtrière et plus largement dans 6 services d'urgence où ils ont constaté que dans ces services d'urgence, il y avait un taux d'erreur de diagnostic d'à peu près 10%. Et donc, pour redonner des marges de manœuvre, du pouvoir d'agir sur la réalisation de ces diagnostics, il y a une expérimentation qui a été menée dans le cadre de cette étude. C'était la mise en œuvre de vérifications croisées, systématiques et régulières des diagnostics, avec ce temps de contre-diagnostic ou de discussion imposé de 20 minutes. Donc, ça a été mis en place et quelques semaines après, ils ont constaté que le risque d'erreur médicale aux urgences était réduit de 40%. Donc, vous voyez que ce qu'on appelle les espaces de dialogue ou les espaces de discussion professionnelle, ce n'est pas que pour le plaisir de prendre le café ensemble ou de se raconter le week-end, c'est aussi donner des espaces d'expression et de potentiellement transformation et d'action sur le travail. Alors, dernier point de cette introduction et de ces quelques repères, là maintenant plutôt sur le registre du management, comme ça a été évoqué en lien avec la qualité de vie au travail. Et ça va être un petit peu le fil conducteur aussi des témoignages, parce que quand on dit redonner des marges de manœuvre en s'appuyant sur les encadrants et l'activité des encadrants, voilà en tout cas ce que nous, on travaille dans les organisations, dans les établissements, pour redonner du pouvoir d'agir aux managers. Alors, redonner du pouvoir d'agir aux managers, ça va être 3 registres principaux. C'est redonner du pouvoir d'agir sur le fait de manager les individus et les collectifs, donc avoir les cartes en main et les ressources pour gérer les aspects individuels et collectifs, la reconnaissance et le développement des compétences. Voilà, donc avec des managers directement responsabilisés, impliqués, outillés et avec du temps de disponible, surtout pour pouvoir traiter ces questions. On sait que souvent, même si c'est considéré comme une des missions les plus importantes, ces activités de gestion des individus et des collectifs et des compétences se réduisent généralement comme peau de chagrin quand on regarde le temps qui peut y être consacré par les différents managers. Il y a bien sûr la question du management des transformations et des changements, ou la possibilité pour les encadrants de faire participer les équipes et de co-construire des orientations pour les services. Et puis bien évidemment, le dernier registre qui est celui de l'organisation du travail et comment on laisse la possibilité aux encadrants de négocier avec les équipes des organisations de travail, des plannings, voire une certaine forme d'autonomie de la part des salariés dans la définition du planning. Voilà, ce sont toutes ces questions, tous ces registres qui vont être traités dans les différents témoignages que vous allez entendre juste après.
avec quelques points déjà identifiés, hein, comme point de sortie ou ligne d'horizon sur valoriser le travail au quotidien, donner du sens au travail, lier le travail quotidien avec le projet d'établissement, organiser le travail et les plannings de façon plus agile et résoudre collectivement et rapidement les problèmes. Voilà, j'espère qu'il est 14h29, décidément on est pas mal. J'espère que cette introduction vous aura donné envie, en tout cas, de prolonger ce webinaire avec nous et puis d'écouter tout de suite les différents témoignages qui pourront être apportés pour illustrer ces différentes clés de compréhension. Et je vais tout de suite laisser la parole à Christine Michon, Bonjour. directrice du pôle enfance de l'APSA. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui. Je dirige effectivement le pôle enfant de l'APSA. Je suis psychologue de formation et dernièrement coach professionnel. Le pôle enfant de l'APSA, donc quand monsieur effectivement Barillet m'a proposé d'intervenir, je m'étais dit effectivement la QVT, c'est un projet qu'on a lancé sur le pôle enfant depuis 2017. C'est avant tout une démarche managériale et je vais donc essayer de vous en montrer ce qu'on en a fait. Donc, le pôle enfant, c'est un des 13 établissements et services de l'APSA, qui est une association de Poitiers. On accompagne 80 enfants déficients sensoriels de 5 à 20 ans, avec 60% d'enfants atteints de handicap rare. Donc, on a des déficients auditifs ou visuels avec handicap associé. Des enfants qui ont la double déficience sensorielle, et puis des enfants qui, en plus de leur déficience sensorielle, ont des troubles du spectre de l'autisme. Comme on a beaucoup de handicaps rares, on a un recrutement national des enfants, et en tout cas, grande région. Donc, je gère une équipe de 120 professionnels, une équipe pluridisciplinaire qui est hautement qualifiée. On a beaucoup de qualifications différentes. Et puis, pour m'accompagner dans ce management, j'ai trois chefs de service. À l'origine du projet, une enquête RPS en 2014-2015, fin 2014, qui montre des résultats paradoxaux, à savoir 62% de professionnels sont extrêmement stressés, mais 64% très motivés. C'est assez étonnant, ce paradoxe. Et du coup, ça m'a questionné sur mes modalités managériales, et j'ai été chercher des réponses à mes questions dans le master qui a lieu qui se déroule à l'IAE de Tours, qui s'appelle Management de santé et qualité de vie au travail. J'étais déjà intimement persuadée que pour prendre en charge des enfants qui sont assez lourdement handicapés, c'est très compliqué. Et pour les prendre en charge avec bienveillance et bientraitance, il faut être soi-même bien traité. Et que le management, moi je vous l'ai dit, je suis psychologue de formation, je n'avais pas appris le management. Une prise de conscience finalement très forte dès le début de ce Master 2 sur la nécessité de changer de posture managériale. Les managers, on est souvent dans il faut qu'on sache tout, qu'on ait réponse à toutes les questions, qu'on soit exemplaire, parfait, etc., ce qui n'est pas toujours facile à tenir. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que en termes de posture, il faut d'abord faire confiance, puis responsabiliser, et puis redonner finalement du pouvoir d'agir aux gens de terrain. Il faut faire preuve d'humilité, d'authenticité, reconnaître ses erreurs, dire qu'on ne sait pas. Prendre le temps d'expliquer, ça peut être long d'expliquer, parce que vous savez, dans la communication, entre ce qu'on dit et ce qui est compris, il y a 80% de pertes. Donc, il faut redire, répéter, et puis comprendre les résistances comme des peurs plutôt que comme des mécanismes d'opposition. Bref, communiquer beaucoup.
Et concrètement, reconnaître les professionnels. Les professionnels ont besoin de reconnaissance, écouter énormément parce qu'ils ont des solutions à apporter si on les écoute. Leur confier la résolution de problèmes parce que ce sont ceux qui font au quotidien qui savent comment il faudrait faire mieux, en tout cas comment il faut résoudre les problèmes. Et puis, mettre en place des formations collectives en mélangeant les cadres et les non-cadres pour développer une culture commune. En fait, pour moi, la qualité de vie au travail, le management participatif, finalement, c'est une transformation culturelle. Et ça s'accompagne par des personnes extérieures parce qu'on ne peut pas à la fois être dans l'animation de l'équipe et dans la participation avec l'équipe. C'est une démarche systémique finalement à long terme. Hein, c'est la politique des petits pas, mais des petits pas qui sont efficaces et qui font avancer. Mais c'est long, c'est vrai, c'est chronophage. Donc, une démarche 2017-2022, j'ai mis des points de suspension parce que je pense que c'est une démarche qui est itérative, qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il faut chaque fois remettre sur le tapis des choses qu'on croyait acquises parce que finalement, on est porté par la question du sens, hein, vous le disiez, Monsieur Barillet, tout à l'heure. Donc, d'abord, une formation des cadres. Donc, moi, j'ai fait un master, on a fait des formations en interne, on a été accompagné par des intervenants extérieurs qui ont à la fois géré des processus de dynamique d'équipe, mais aussi de cohésion de l'équipe des cadres. Des formations collectives, on a fait de la bientraitance, de la communication non violente pour apprendre à se parler, mais aussi des formations plus techniques de terrain auxquelles on participe parce que finalement, moi-même, même si je ne prends pas en charge directement les enfants, évidemment, mais j'ai besoin de savoir quelle culture les professionnels développent dans cet accompagnement. Une information à l'ensemble du personnel sur le syndrome d'épuisement professionnel pour permettre à chacun finalement d'avoir la connaissance suffisante pour diagnostiquer, reconnaître chez ses collègues et voir chez soi des signes d'épuisement professionnel ou de surinvestissement. On sait à quel point aujourd'hui, dans les différentes études, combien le syndrome d'épuisement professionnel est protégé par le soutien des collègues, plus que par le soutien de son encadrement. Alors, changement de posture managériale, c'est indispensable et ça nécessite une prise de conscience des cadres qu'ils n'ont pas besoin de tout savoir, mais qu'ils doivent impliquer, responsabiliser leurs équipes. Ils doivent rester humbles et authentiques en reconnaissant leurs erreurs, en osant dire qu'ils ne savent pas, en reportant une réponse. Prendre le temps d'expliquer, donner du sens aux actions et aux changements. Donner du sens au changement, ça permet d'éviter d'analyser les résistances comme des oppositions. Oui, à la marge, il y a quelques oppositions, mais ces oppositions, elles sont assises sur des peurs. Et si on ne les comprend pas, si on n'écoute pas ces peurs, le changement, il ne se met pas en place. Hein. La résistance au changement, c'est quelque chose d'assez fort. Et puis, il faut apprendre à donner des signes de reconnaissance à nos collaborateurs. On ne le fait pas suffisamment. Dire aux gens qu'ils ont bien bossé, qu'on était content de cette réunion, qu'on était content de partager un café, de discuter, tout simplement. Ces signes de reconnaissance, finalement, ça vient de l'analyse transactionnelle, ils sont indispensables à l'être humain. On sait que si on n'en donne pas des positifs, les gens viennent chercher du négatif. Et les signes de reconnaissance positifs, ça donne confiance en soi et ça crée une ambiance de travail extrêmement propice à la confiance, on y viendra tout à l'heure, et à la responsabilité. Oser faire confiance à nos équipes et être à l'écoute de nos collaborateurs. Deux fondements, j'en parle depuis tout à l'heure, la confiance et la responsabilité. Créer la confiance, ça génère la performance d'une équipe. Quand il y a un niveau de confiance suffisant dans une équipe, il va y avoir une meilleure adhésion,
un degré de sentiment d'appartenance au groupe et un niveau de solidarité dont on a besoin dans nos établissements médico-sociaux et dans le sanitaire, je pense aussi. Et puis cette confiance, elle va aussi générer de la créativité, améliorer la résolution de problèmes et motiver les équipes. Donc, comment est-ce qu'on crée de la confiance? D'abord en créant des conditions de protection dans l'expression des professionnels dans le groupe. On partage nos représentations, tel mot ça veut dire ça pour moi, ça veut dire ça pour l'autre, et écouter ces représentations, les partager vraiment. Donner de la reconnaissance à ses collaborateurs. Évidemment, ça va passer par un partage des confidences, c'est-à-dire il y a une plus grande proximité. Cette proximité, elle crée de la solidarité. Et cette solidarité, elle génère de la créativité et de l'amélioration dans la résolution de problèmes. Au niveau opérationnel, du coup, on est beaucoup plus performant. On fait des feedbacks sur les résultats. Ça, c'est un signe de reconnaissance positif. Ça motive, et plus on est motivé, plus on s'implique. Ça, c'est vraiment la roue de la confiance. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quant à la responsabilité, moi, j'ai beaucoup travaillé cette question de la responsabilité parce que finalement, on est beaucoup dans notre système français, plus à chercher des coupables qu'à chercher des solutions. Donc, on est dans l'accusation, alors qu'il faudrait assumer, oui, on n'a pas fait un truc, on l'a pas fait, on l'assume, on ne se justifie pas, on n'accuse pas, oui, mais c'est pas moi, c'est la secrétaire, non, ouais, c'est moi, j'y ai pas pensé. C'est vrai, la secrétaire, elle aurait pu y penser, mais elle n'y a pas pensé non plus. On assume. Et à partir du moment où on assume, on n'est plus dans, j'aime beaucoup cette échelle des comportements responsables, parce qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est faire céder avec un C, et le deuxième niveau, à partir du moment où on assume sa responsabilité dans ce qui se passe, alors on est dans faire s'entraider. Et s'entraider, c'est ça finalement la solution, hein, pour moi en tout cas, à la responsabilité. Donc, n'accusons pas, assumons. Et finalement, tout ça, ça permet de devenir un manager porteur de sens, hein. C'est Vincent Lénart qui dit ça. Le sens du travail, il est essentiel. Et quand il est perdu, c'est la qualité du travail qui s'en ressent. Et notre rôle, finalement, c'est de ramener en permanence cette question du sens du travail, de nos missions. C'est porter le sens, c'est communiquer, faire comprendre les enjeux. Et quand on comprend les enjeux, on s'implique davantage, on se mobilise, on se met en action. Mais communiquer, c'est aussi développer la qualité de la relation. Je le disais tout à l'heure, pour mettre en place le circuit de la confiance, il faut mettre en place des règles de communication dans les groupes et puis définir clairement les rôles et les missions de chacun. C'est absolument indispensable. Sinon, on est dans les guerres de territoire. Et ça, ce n'est pas du tout une équipe performante. Donc, l'idée, c'est si on est un manager porteur de sens, alors on va avoir une équipe performante parce qu'on a une équipe qui a une vision claire des enjeux, qui sait qui fait quoi, qui ose se parler, qui ose exprimer ses craintes sans peur d'être jugé, sans peur d'être humilié. Donc, on a développé effectivement une relation entre les collaborateurs et avec les collaborateurs dans lesquels on peut se dire les choses, en fixant des règles dans les échanges. Moi, je dis souvent, quand je commence à animer des groupes, pas de propos dévalorisants, pas de jugement, et on s'écoute vraiment. On ne se coupe pas la parole, on ne parle pas sur la parole de l'autre, on parle de ses représentations. Et puis la question des signes de reconnaissance conditionnels sur ce que tu as fait. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait, ce que tu as dit, mais j'ai aussi pris du plaisir à partager ce qu'a fait avec toi. C'est très, très important. Alors, c'est un chemin, hein, on n'est pas encore arrivé. On l'a débuté en 2017, ça a été mis en suspens avec le Covid, comme pour beaucoup d'entre nous. La démarche se poursuit aujourd'hui avec un accompagnement en coaching sur 2 niveaux. Un niveau, au niveau des cadres, un travail de cohésion d'équipe pour aller encore plus loin qu'on a été.
Et puis une démarche de team building avec l'ensemble des collaborateurs pour le déploiement d'une vision partagée en vue de la rédaction du projet d'établissement. On va impliquer l'ensemble des collaborateurs dans la définition de l'ambition du pôle enfant, le rêve qu'on a finalement, qu'est-ce qu'on voudrait devenir, et puis la mise en œuvre d'un plan d'action. Et puis on a démarré également au niveau de l'ensemble de l'APSA une démarche qualité de vie au travail. Alors, ce n'est pas une route pavée seulement de pétales de rose, hein. On a aussi eu des obstacles à franchir parce que le management participatif, ça fait bouger les lignes. En responsabilisant les équipes, il y a des territoires qui se mélangent, des rôles et des missions qui sont à redéfinir. Et on a vécu une crise dans l'équipe de direction parce que, effectivement, la montée en compétence des équipes a fait un peu peur au cadre intermédiaire, des peurs de perte de pouvoir. Donc voilà, il y a eu un peu des guéguerres et donc la cohérence managériale, elle est à réinterroger en permanence, hein. Quand il y a quelque chose qui bouge, c'est avant tout la cohérence managériale qu'il faut venir interroger. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à faire cette formation de coaching et pour découvrir finalement que les managers sont la limite de leurs équipes et qu'il faut avant tout prendre soin des managers parce qu'un manager qui se développe, qui a confiance en lui, qui fait davantage confiance à ses équipes et finalement potentialise davantage ses équipes. Et puis des satisfactions nombreuses, une qualité de travail retrouvée avec des pros qui sont vraiment satisfaits de leur boulot, une expression totalement libérée, hein. Aujourd'hui, les gens viennent dire leurs satisfactions, leurs insatisfactions, mais aussi leurs projets, mais aussi leurs propositions d'amélioration de l'organisation, leurs solutions de remplacement, on les fait bosser sur leur planning. Des jeunes pris en charge qui vont mieux. On avait beaucoup de troubles du comportement, on en a beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup de solidarité et d'entraide dans l'équipe. Hein, aujourd'hui, un gamin qui ne va pas bien et qui est difficile pour une équipe, tout de suite l'équipe à côté vient proposer spontanément un coup de main. On n'a pas besoin de l'organiser, c'est très spontané. Des professionnels qui recherchent des professionnels, je nous inclus dedans, les cadres, qui recherchent des solutions au lieu de chercher des coupables. Et puis une vraie conscience de sa responsabilité individuelle, et puis une envie beaucoup plus forte, finalement, de collaborer. Je suis désolée, Monsieur Barillet, j'ai dépassé. Non, c'était parfait. Et je pense que vos propos illustrent bien les différentes strates d'implication qu'on avait commencé à évoquer, hein, en partant de l'activité quotidienne, du poste de travail, en remontant à l'organisation des plannings et en allant jusqu'à la participation sur le projet stratégique d'établissement et ce pourquoi on est réunis dans une structure. Dans l'intérêt des bénéficiaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Et puis, je pense que ça fait directement du lien avec le témoignage suivant, parce que vous évoquiez la nécessité de faire monter en puissance l'encadrement ou en tout cas donner des repères sur ces pratiques managériales et puis sur le développement de ces pratiques et ces postures managériales. Et je pense que l'intervenante suivante, à savoir Marlène Arbutina, qui est responsable pédagogique de l'IFCS de Poitiers, nous apportera aussi quelques repères sur pourquoi et comment mettre en selle les encadrants et les futurs encadrants sur ce pouvoir d'agir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis obligée de vous quitter, je suis désolée, mais... Pas de souci, excellente continuation. Au revoir. Marlène, nous sommes tout oui. Je suis là, tu m'entends? Oui.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, je me faisais la réflexion qu'en effet, ça tombait vraiment très bien que je passe juste après Madame Michon, euh, parce que j'entendais effectivement enfin, j'allais dire l'importance d'avoir relié la question de l'autonomisation et de la responsabilisation avec celle de la résolution de problèmes, ce que tu as fait aussi toi tout à l'heure, Arnaud. Et voilà, ça va faire effectivement partie de mon propos. Peut-être par précaution de dire que j'aimerais céder 2 minutes de mes 15 minutes à Monsieur Lasconjarias, avec qui je travaille en collaboration sur certains projets qui ont à voir avec notre sujet du jour. Donc, je vais essayer de me tenir à terminer un petit peu avant pour qu'on puisse lui laisser le micro un petit peu plus tôt si c'est possible. Donc, je suis Marlène Arbutina, je suis infirmière cadre supérieur de santé au centre hospitalier de Poitiers. Je suis responsable pédagogique à l'Institut de formation des cadres de santé donc du CHU de Poitiers depuis janvier 2019 et co-responsable du diplôme d'État infirmière en pratique avancée qui est déployé sur la faculté de médecine et de pharmacie sur Poitiers depuis la rentrée 2021. Donc, bien entendu, je vous redis à quel point je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, parce que c'est un sujet, le sujet du jour est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein de l'IFCS de Poitiers. Peut-être pour vous resituer en quelques mots ce qu'est l'IFCS de Poitiers. Donc, c'est l'un des 4 instituts de formation des cadres de santé qui sont agréés en Nouvelle-Aquitaine. Celui de Poitiers a été créé dans les années 70 et accueille 35 apprenants qui sont des professionnels paramédicaux d'une formation sur un niveau Bac+2, Bac+3, qui ont 4 ans d'exercice professionnel à temps plein et qui souhaitent évoluer sur concours vers la fonction de cadre de santé pour exercer ensuite soit en milieu clinique ou soit dans le milieu de la formation, ou les deux d'ailleurs. Et donc, l'IFCS de Poitiers, c'est un des 9 instituts de formation paramédicaux qui sont offerts, qui sont, j'allais dire, agréés sur le centre hospitalier universitaire de Poitiers et qui sont coordonnés par M. Jeannick Grand, que peut-être certains parmi vous connaissent, qui est infirmier, directeur des soins, coordonnateur général des instituts. Donc, en effet, quand vous nous avez proposé de participer à ce webinaire avec M. Grand, on était très, très emballés parce que c'est une question qui, effectivement, nous préoccupe régulièrement depuis que nous travaillons ensemble depuis 3 ans. C'est une question qui fait écho à notre projet pédagogique. Donc, pouvoir contribuer au webinaire d'aujourd'hui, moi, je vais vous proposer pas de faire un tour de repères théoriques, mais plutôt de vous partager avec vous donc un retour d'expérience. Donc c'est vrai que dans le milieu de la formation, quand on parle de l'accompagnement à l'autonomisation, à la responsabilisation, ce sont des ambitions que l'on peut retrouver régulièrement dans les différents projets pédagogiques et effectivement celui des instituts du CHU de Poitiers, de l'IRFPS, ne fait pas exception. Nous aussi, on est avec cette ambition. Mais sauf qu'en fait, quelquefois, il y a un décalage entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on affiche, ce qu'on aimerait donc réaliser, et la manière dont ce projet peut être perçu par les différentes parties prenantes. Donc, ce n'est pas toujours si simple de mettre en acte une telle ambition. Et c'est vrai que moi-même, ayant été sur mes premiers pas de formateur à l'IFCS sur le premier semestre 2019, j'ai fait l'expérience de cette dissonance à mon niveau. Donc quand tout à l'heure Madame Michon parlait d'humilité, effectivement, oui, je pense que ça commence par là, de se poser la question de quand je suis en position de responsable pédagogique, je suis en position, on pourrait dire, de N+1 vis-à-vis du groupe d'apprenants qui se forment pour devenir cadre de santé. Et oui, c'est nécessaire déjà de se poser la question de est-ce que réellement ce que je suis en train de faire, même si je dis que je veux le faire, est-ce que vraiment c'est vraiment ce que je fais? Et dans un premier temps, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas ce que je faisais. Je me suis rendu compte qu'en fait, je souhaitais développer des compétences, on va dire,
en matière de conduite de projet. Donc, c'est une activité emblématique du manager et qui, du coup, emporte avec elle des notions en termes d'autonomisation, de responsabilisation, mais qu'en réalité, sur la première intervention pédagogique autour de cette thématique, finalement, je l'ai placée en position d'exécution et pas en position de déployer finalement de l'inventivité et de la créativité nécessaire d'ailleurs pour pouvoir s'inscrire dans une activité managériale emblématique telle que celle-là. Et donc, de faire ce constat, eh bien, effectivement, ça nous a amené à, pour la rentrée 2019, de se dire, mais en fait, si je veux permettre à des futurs managers, formateurs, en tout cas des personnes qui vont travailler pour favoriser le travail de l'autre et le faire faire le travail de l'autre, comment je peux faire vivre pendant la formation une expérience finalement qui encourage cette position, cette mise en position, et donc comment je peux les amener à expérimenter finalement cette position. Donc, pour la rentrée 2020, ça a été une première bascule pour nous de se dire, eh bien, comment est-ce que, avec notre projet pédagogique, on va pouvoir faire un peu moins de place pour des enseignements traditionnels, on va dire plutôt magistro-centrés, et plus de place pour une pédagogie qu'on appelle pédagogie inversée, où finalement on place l'apprenant en situation d'avoir en main des éléments théoriques et de les travailler avec bien sûr un guideline, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils s'éparpillent, et de pouvoir être finalement co-auteur de l'intervention qui va suivre autour des éléments théoriques qui vont être abordés, les ayant travaillé en amont. Donc c'est un premier temps, un premier virage que nous avons fait donc sur la rentrée de septembre 2019. Donc, on s'est donné 6 mois pour pouvoir regarder ce qu'il en ressortait. Donc, effectivement, on s'aperçoit que faire travailler des apprenants dans ce sens, c'est énergivore pour eux, c'est énergivore pour nous, parce que, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, on n'engage pas sur une évolution comme ça sans avoir des espaces pour pouvoir échanger, avoir des espaces pour réguler, parce que ça a des effets, donc il faut s'en occuper. En tout cas, il faut les entendre. Ce n'est pas si simple. En tout cas, de cette expérience, on s'aperçoit qu'il se passe des choses, il y a de la créativité qui arrive, il y a de l'imprévu, il y a du mouvement, il y a de la surprise. Et donc, on se dit là, on tient quelque chose, c'est important de persévérer dans ce sens. Donc, on se dit, sur le deuxième semestre de leur formation, on va les emmener finalement sur une mise en situation de projet, puisqu'ils avaient déjà vécu une première mise en situation, on va dire, sur la période de novembre 2019, où ils étaient en immersion dans des établissements de santé pour vivre une démarche de résolution de problèmes, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, qui est un acte emblématique qui permet de vivre une expérience d'autonomisation et de responsabilisation. Et on trouvait ça intéressant de pouvoir, j'allais dire, poursuivre cet élan, parce qu'on ne voulait pas leur avoir fait vivre une expérience qui s'arrête et que sur l'heure de la formation, finalement, il n'y ait pas de suite. Donc, on s'est dit, ça peut être intéressant de revivre une expérience, mais pour le coup, de la faire vivre sur une période plus longue qu'une semaine. Et donc, on leur a fait vivre à nouveau une expérience de démarche projet auprès de clients d'établissements partenaires sur des questions de si je devais mettre en place un projet de télétravail et de télémédecine au sein de cet établissement partenaire, comment je ferais. Donc, ça les mettait en situation de réfléchir et de produire finalement des éléments qui étaient à rendre au commanditaire, puisqu'effectivement, ce commanditaire avait réellement un projet de mise en place de télétravail et de télémédecine. Ce qui s'est passé donc au printemps 2020, tout le monde le sait, il y a eu bien sûr le printemps Covid. Et là, surprise, les apprenants nous remontent que cette mise en situation, finalement, leur a été bénéfique de la pédagogie inversée, de ce travail sur cette gestion de projet appliquée, parce que, ayant été confrontés finalement à la mise en distanciel d'un certain nombre de choses, ils ont trouvé des repères dans ces expériences pédagogiques qu'ils avaient vécues finalement de septembre à mars 2020.
Et là, de se dire, mais finalement, ça, c'est quelque chose à entendre. Comment est-ce que je vais pouvoir, sur la rentrée de septembre 2020, finalement, faire en sorte que la démarche projet soit une démarche tout au long de la formation, puisque finalement, là, je vois que c'est vraiment favorable pour pouvoir permettre aux apprenants de vivre des situations d'expérimentation qui favorisent l'autonomisation et la responsabilisation. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé avec une start-up, donc on est aussi nous-mêmes en cogitation permanente, donc on travaille autant que possible dans des projets innovants. Et donc, avec cette start-up, de se dire, je place les apprenants en situation j'allais dire, d'apprendre. C'est une start-up qui est spécialisée, qui s'appelle N'oublie jamais, qui est spécialisée sur la compréhension de la manière dont le cerveau apprend pour pouvoir améliorer la performance de l'apprentissage. Donc, du coup, on a mis nos apprenants en situation d'apprendre cela. Et ensuite, une fois qu'on avait pu effectivement s'assurer, en tout cas, voilà, qu'il y avait un bagage théorique qui était suffisant, on a placé ces apprenants-là en situation d'intervenir à leur tour auprès d'étudiants Manip Radio pour aider les étudiants Manip Radio de première et deuxième année à développer des pratiques d'apprentissage plus performantes pour pouvoir les aider à avoir un bien-être en formation supérieur, en tout cas un sentiment d'efficacité plus important pour vivre leur formation. Donc de cette expérience, effectivement, ils en ont aussi retiré une activité, ils ont réalisé une activité de coacher finalement les étudiants Manip Radio dans l'intégration de ces pratiques dans leurs apprentissages. Et toute cette expérimentation, au terme des 10 mois, a été évaluée et donc nous l'avons fait superviser de plusieurs façons. Donc, il en est ressorti que finalement, ça avait effectivement eu des effets en matière d'autonomisation à tous les étages, chez les étudiants Manip, chez les étudiants cadres de santé. Et donc, ça avait vraiment créé un mouvement hyper intéressant qu'on ne pouvait pas ne pas reproduire à la rentrée 2021. Donc, sur cette année de 2021, on a reproduit cette expérimentation et puis on a démultiplié les situations d'apprentissage, des mises en situation qui permettent aux cadres de santé de vivre des mises en situation de projet pour pouvoir travailler le développement de l'autonomisation et de la responsabilisation avec le pari de se dire que finalement, si ils le vivent en situation de manière sereine, constructive, avec finalement une bonne compréhension de ce qui se passe et de ce qui se joue, en misant sur le fait que l'ayant vécu, à leur tour, peut-être, ils pourront, en milieu clinique et en milieu de formation, à leur tour, finalement, refaire auprès d'un autre public ce qu'ils ont vécu, eux, en tant que public. Et c'est effectivement, peut-être au travers d'un des témoignages, où là, je vais laisser la parole à M. Esconjarias, qui lui-même a été un établissement partenaire de notre institut pour accueillir 2 équipes, 2 années de suite, 2 équipes qui ont travaillé sur une démarche de résolution de problèmes au sein de son établissement. Monsieur Lasconjarias, si vous souhaitez témoigner de cela, c'est à vous. Bien, bonjour à tous, Mathieu Lasconjarias. Pour confirmer les propos de Marlène Arbutina sur cette thématique-là, en fait, on a pu travailler sur deux résolutions de problèmes. L'idée, c'était de présenter à Marlène des difficultés qu'on pouvait retrouver, je dirais, que ce soit organisationnelles ou des difficultés sur des thématiques qui nous avaient été fixées ou des objectifs à atteindre dans le cadre notamment de mon contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le fameux CEPOM. Et en fait, depuis 2 ans, en fait, on renouvelle cette expérience et des stagiaires de l'IFCS sont venus directement à l'EHPAD pour pouvoir travailler sur des thématiques comme la réorganisation, notamment du service hôtelier et du service restauration, et un travail sur la prévention des chutes. Donc, au niveau, je dirais, du livrable, ils ont travaillé en toute autonomie au niveau de la structure. Moi, je leur avais simplement laissé, je dirais, une autonomie et je les ai considérés comme, si vous voulez, une cellule d'audit. Et pas comme des stagiaires, hein, clairement. Et l'idée étant qu'ils ont pu être... ils ont pu produire un livrable qui était effectivement dans nos attentes. Je pense que le fait de les avoir accueillis et de les avoir laissés autonomes et libres dans leur fait, de ne pas piloter, si vous voulez,
cet accueil au sein de la structure leur a permis d'entendre, de préparer comme ils le souhaitaient je dirais leurs travaux, de faire un état des lieux qui leur soit propre, d'identifier les problèmes, les causes, de prioriser les causes, de voir un petit peu les solutions envisagées, quelles étaient, d'analyser les solutions envisagées. Et ça, avec des perspectives et une mise en forme qui était vraiment remarquable au bout simplement de 5 jours de présence. Donc, je pense que cette méthodologie a vraiment porté ses fruits. Et ce qui fait que moi, maintenant, je peux présenter leurs travaux, m'appuyer sur leurs travaux pour, je dirais, négocier ensuite avec l'ARS dans le cadre du CEPOM. Donc ça a été fait dans 2 domaines, hein, la prévention des chutes et notamment aussi la réorganisation du service hôtelier. Voilà, donc des retours concrets. Merci, Monsieur Conjarias. Effectivement, merci beaucoup parce que c'est une possibilité pour eux de pouvoir se mouvoir dans ces conditions parce qu'on on crée des espaces d'échange, on crée des espaces de bilan régulier, de régulation. Et c'est ça qui fait que ces constructeurs, j'allais dire, de cette compétence-là et de cette capacité à se mouvoir dans ce sens. Et nous le faisons effectivement au bénéfice des employeurs que vous représentez, d'ailleurs, dans ce contexte de transformation qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà, pour moi, mon propos est terminé, en espérant que ça vous aura intéressé. En tout cas, je suis tout à fait disponible pour pouvoir répondre à vos questions. Merci Marlène. Je pense qu'on va continuer à glaner les questions et puis peut-être laisser la parole à Monsieur Lascanjarias avec comme intervieweuse Sandrine Blanchet pour voilà, coordonner le propos et puis faire du lien entre tout ce qu'on a vu entre le début de l'après-midi et puis la suite sur des repères pour agir, parce qu'on a bien vu à travers ton propos, Marlène, qu'il y a aussi des enjeux un petit peu identitaires autour de ce pouvoir, du pouvoir d'agir, en laisser un peu, en garder. Tout ça est un savant dosage et on rentre dans ce qui est intéressant, de mon point de vue en tout cas, à savoir un grain un petit peu fin dans la réalisation du management et en tout cas quelque chose de très humain. Je laisse la parole à Sandrine et Mathieu. Oui, bonjour à tous. Donc, Monsieur Lasconjarias, on a déjà discuté ensemble un petit peu du contexte de votre établissement. C'est peut-être intéressant que vous puissiez déjà expliquer comment vous vous positionnez, c'est quoi votre posture dans votre établissement avant qu'on rentre dans quelques exemples plus concrets. Alors, déjà, moi, je suis, en termes de posture managériale, je suis vraiment en accord avec le principe qu'il faille, dès que possible, autonomiser les équipes. Et celui d'accorder en quelque sorte tout le temps des espaces de manœuvre et un pouvoir d'agir quand même assez important. Alors ça, j'y adhère pleinement et j'essaye de le faire vivre au quotidien. Et, euh, et je dirais c'est une posture qui déclenche, à mon sens, un cercle vertueux dans le fonctionnement global de l'établissement. Alors déjà, accorder sa confiance, c'est déjà reconnaître pleinement et entièrement la compétence de l'agent et ses savoir-faire dans le fonctionnement de l'organisation mise en place. Et ensuite, donc ça, c'est le point de vue individuel. Et après, au niveau de la responsabilité des équipes, savoir les responsabiliser, c'est savoir les valoriser dans leur quotidien. C'est un marqueur de reconnaissance qui est vraiment important. Donc, de mon point de vue, il s'agit de faire ressentir aux équipes et aux agents qu'ils sont les maillons d'une même chaîne et un rouage nécessaire dans l'organisation. Et que si ce maillon ou ce rouage lâche, c'est l'organisation tout entière qui peut être impactée ou mise en défaut. Donc, c'est une façon de montrer que le manager, si vous voulez, compte sur eux, sans leur mettre une pression négative. Et c'est un peu une habileté qu'il faut trouver par rapport à ça. C'est la transmission du message suivant. La direction compte sur vous, vous reconnaît compétent pour gérer telle ou telle tâche ou telle mission pour atteindre tel objectif. Et en retour, l'idée, c'est aussi d'attendre que les agents soient proactifs et force de proposition sur des solutions ou des possibilités auxquelles sur des possibilités qui pourraient venir. Donc, ça signifie quand même ça signifie pas notamment une absence de cadre ou de contrôle, pas du tout. C'est plutôt l'idée de donner un rendez-vous sur objectif en laissant les agents trouver le chemin pour y parvenir. Voilà, donc ça, de la part du manager, ça nécessite, à mon sens, une posture basse et une capacité d'être en permanence à l'écoute de ses équipes, de ses agents.
Et en fait, on s'aperçoit que les agents vont avoir des idées innovantes, des idées auxquelles on n'avait pas pensé et même se montrer créatifs dans la prise en charge au quotidien au niveau de l'établissement. Voilà, donc initialement, c'est une posture qui est plutôt souple, je pense, dans le terme de management, mais qui permet de créer des conditions, à mon avis, propices au développement de l'autonomie. Mmh. Alors, vous nous avez dit que vous aviez cette position-là de reconnaissance des compétences et de la responsabilisation pardon, des équipes. Du coup, est-ce que vous avez un exemple en tête sur cette question de la gestion des compétences et de la bonne reconnaissance des uns et des autres? Alors, l'actualité nous en donne un qui est quand même assez intéressant, c'est notamment celui au niveau du Ségur de la santé, des impacts qui ont lieu, notamment en termes de revalorisation des grilles. Que ce soit au niveau des aides-soignantes. Pour autant, en fait, on s'aperçoit que les grilles, ont été revalorisées et heu et heu et nos équipes, en fait, elles sont composées d'aides-soignantes et d'auxiliaires de vie et heu et heu, excusez-moi, c'est que j'ai quelqu'un dans qui donc en fait, nos équipes, elles sont composées à la fois d'aides-soignantes et d'auxiliaires de vie. On a aussi des qui sont des ASH et qui ont donc un grade inférieur. La revalorisation des salaires va générer de facto une tension entre des fonctions, oui, des fonctions quasiment similaires au quotidien. Donc derrière tout ça, il a fallu, créer, si vous voulez, mener une réflexion permettant de reconnaître ou de développer ou plutôt reconnaître les compétences propres aux aides-soignantes et de leur redonner de la visibilité, dans le fonctionnement courant, des équipes. Et cela en identifiant des références, thématiques. Donc en fait, l'idée, c'est que maintenant, chaque aide-soignante aura une référence, désormais et c'est un peu formaliser, mettre en avant le rôle des AS. Cela crée une visibilité à travers un marqueur, celui d'être, tout simplement référent dénutrition et alimentation, référent évaluation de douleur, référent linge, référent tension, référent nouveaux arrivants, référent liste et donc en fait, l'idée, c'est justement par ce travail de co-construction, parce que ce sont les aides-soignantes qui vont elles-mêmes développer le contenu de ce qu'elles veulent voir dans ces références, validé bien entendu par l'infirmière coordinatrice, qui permettra finalement de développer cette adhésion à la fonction de référence. Et derrière tout ça, vous empêchez des dérives ou des sentiments de frustration ou de démobilisation au sein des équipes avec des phrases du type « on fait le même métier, mais on gagne moins ». Voilà, donc l'idée, c'était de trouver un petit peu une posture habile pour essayer de faire passer le Ségur et le fait qu'il pouvait y avoir qui pouvait à de manière un petit peu, qui pouvait créer des tensions entre différents grades. Voilà. Oui, donc dans ce que vous retranscrivez, ce que moi je retiens, c'est le fait qu'à la fois vous avez agi sur le fond, c'est-à-dire que vous avez vraiment clarifié les périmètres d'intervention de chacune et la complémentarité d'un métier par rapport à l'autre, mais vous avez aussi œuvré sur la forme et sur la façon de mobiliser les personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui avez défini quel référent et sur quelle thématique, mais vous leur avez permis d'exprimer là où les besoins seraient les mieux mis à disposition des auxiliaires de vie, si je comprends bien. Oui, tout à fait. On peut aussi aller un peu plus loin dans le sens parce que là, on est sur le registre par rapport à ce que présentait tout à l'heure Arnaud Barrier sur la modélisation du travail. Donc là, on est plutôt sur le registre individuel et collectif, mais si on s'inscrit dans le cadre de l'organisation, on va avoir aussi que les équipes, même en gestion de crise, peuvent être proactives. Et je sais que moi, dans l'expérience de la crise Covid, on était un petit peu confrontés, bien entendu, à des, heu, à des difficultés liées à l'absence de protocole qui existait dans la prise en charge de personnes Covid dans une situation de crise qui n'avait pas du tout été anticipée. Et en fait, l'EHPAD étant situé à Mirbeau dans la Vienne, la première vague, elle était dans l'Est. Donc en fait, on a pu avoir un petit peu du temps, contrairement à d'autres structures, où là, on en a profité avec les équipes pour créer des protocoles d'urgence avec des modes de fonctionnement dégradés au regard des informations qu'on pouvait avoir ou par rapport à des collègues qui se trouvaient dans des situations difficiles. L'idée, c'était de s'appuyer sur les ressources propres de la structure en disant voilà, et de présenter aux équipes un travail à faire dans la rédaction des protocoles, dans la co-construction de protocoles d'urgence et de fonctionnement d'urgence. L'idée, c'était de dire voilà, demain, vous êtes plus que 2 dans votre service, qu'est-ce que vous faites? Et là,
à travers, je dirais, un travail de déroulé de tâches, de révision de déroulé de tâches, cibler les tâches les plus essentielles et avec un mode de fonctionnement dégradé. Et tout ça, l'idée, c'était piloté par l'IDEC et moi-même, mais c'était fait avec les personnes, avec l'ensemble des services et par service, d'avoir un protocole de fonctionnement en dégradé et donc de permettre d'anticiper la crise si le Covid arrivait chez nous et de faire adhérer aussi les équipes parce que c'était eux qui étaient à la source de la rédaction de ces protocoles parce qu'ils avaient déjà anticipé de leur propre chef. Donc, c'était ce qu'on peut une approche un petit peu, encore une fois, de co-construction qui, à mon sens, était assez pertinente dans le contexte qu'on connaissait l'année dernière. Et du coup, vous êtes lancé dans l'expérimentation de rédaction de protocoles sans forcément avoir de consignes très précises descendantes. Est-ce que ces protocoles, une fois qu'ils ont été rédigés, mais que vous avez reçu des consignes complémentaires, vous avez tout repris de fond en comble ou ça correspondait quand même peu ou prou à la réalité de l'activité? En fait, on s'apercevait que on a eu un temps d'avance. On a eu un temps d'avance sur les consignes qui, qui tombaient. L'idée, c'était aussi de faire appel au bon sens des professionnels et on s'est aperçu après que on était en adéquation, en accord avec les consignes qui arrivaient ultérieurement. Donc, voilà, après bon, il y a eu aussi tout un impact en termes de communication qui a été compliqué, mais ça, c'est une autre question. On va pas, développer cet aspect-là, mais en tout cas, sur, je dirais le concept, en lui-même, c'est que la proactivité et la co-construction qui sont quelque chose qui marche et dans la quête et dans le contenu, dans la qualité de vie au travail, monsieur Barillet tout à l'heure citait, la capacité à s'exprimer et à agir sur son travail. Là, on était pleinement dedans. C'est-à-dire qu'en fait, les soignants avaient vraiment ce sentiment de contribuer au fonctionnement et pas avoir, enfin d'être proactif et d'être vraiment je dirais dans l'action. Oui. C'est aussi parce que finalement, vous leur avez permis cette expression-là à un moment donné. Je crois aussi que ces protocoles, vous les avez réajustés régulièrement, que c'était Oui. prévu, en fait. Alors, on les réajuste aussi en fonction parce que le contexte a évolué. Maintenant, on a une population qui est vaccinée. D'ailleurs, on a un cluster en ce moment. C'est pour ça que j'étais interrompu juste en début d'interview. Je suis désolé, je m'en excuse. Et du coup, en fait, ça c'est fréquemment remis à jour, mais avec une validation, bien entendu des équipes, parce que ce sont elles qui vont dans un premier temps l'appliquer. Moi, je suis directeur. C'est pas moi qui suis au contact. Et je dirais sur le terrain à proprement parler. Moi, je donne l'environnement, j'essaie d'être un facilitateur pour que les agents puissent ensuite avoir, je dirais, soit le mieux possible, puissent dérouler le mieux possible, je dirais, leur tâche quotidienne, dans leur tâche quotidienne. Voilà. Donc, on a parcouru des éléments autour du management des individus et des collectifs, comment vous organisez l'activité. Si on regarde maintenant comment vous pouvez soit accompagner, soit stimuler le changement et la stratégie de votre établissement, est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qui portent à développer des façons de prendre en charge les résidents? Alors, on a des réunions mensuelles au niveau au niveau des résidents, enfin, des réunions auxquelles participent les résidents. Ça s'appelle les réunions de quartier. Donc, dans lesquelles, en fait, tous les résidents qui souhaitent, c'est animé par nos animatrices. Y participent les résidents qui le souhaitent, mais notamment au niveau des secteurs, des différents secteurs. On a 3 secteurs, une unité protégée, une unité ouverte, secteur étage, rez-de-chaussée. Et en fait, l'idée, c'est dans le cadre de ces réunions de quartier, vous avez un représentant de chaque secteur qui y participe également, et les résidents font part un petit peu de leur satisfaction, de leur insatisfaction. Il s'agit de prendre la température du moment, quel est l'état d'esprit des résidents dans le cadre de la prise en charge. Ils amènent les sujets qu'ils souhaitent évoquer, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de la prise en charge des équipes, et tout le monde est passé au crible. Un constat avait été fait et qui était remonté dans le cadre de ces réunions, de ces différentes réunions, c'était que les résidents se sentaient que c'était un petit peu, qu'il y avait
y avait une certaine froideur, en fait, lorsqu'on avait un décès d'un résident, où, en fait, il disait, voilà, il y a un résident qui s'en va, et puis 2 jours après, on a un autre résident qui arrive. Voilà, on n'a pas d'explication, c'était une personne avec qui on s'entendait bien, et donc, en fait, il y a une certaine froideur, quelque chose un petit peu qui manque. Et en fait, ça a été complété aussi par le ressenti par le ressenti des équipes. Et en fait, on a développé un petit peu, on a développé un petit peu, on a identifié un peu quels étaient les besoins. Et en fait, les équipes se sont dit, OK, pourquoi ne pas créer un groupe d'accompagnement à la fin de vie, et aussi qui permettrait aussi de, euh, de formaliser, de faire en fait, de la part de l'institution, en fait, de dire au revoir aux résidents qui s'en vont et de le manifester visuellement, et à travers des choses simples, juste commander un pupitre avec avec un Registre. recueil un recueil de, un livre de recueil. L'idée étant d'améliorer aussi les soins de confort des résidents, avec la possibilité de, euh, de commander des kits de soins de confort, toutes ces choses auxquelles nous on ne pense pas forcément, mais qui viennent, si vous voulez, du bas, et qui donnent et qui agrémentent la prise en charge des résidents. De cela a été en fait institué en fait un groupe de travail permanent, en fait, qui s'appelle le groupe fin de vie. Et l'idée étant de dire, voilà, le résident, lorsqu'ils s'en vont, c'est de les accompagner le mieux possible. Et des solutions ont émergé. Et en fait, on l'a maintenant intégré comme un groupe courant en termes dans le fonctionnement de l'établissement. Et ça, c'est une initiative qui est venue des équipes sur le ressenti des résidents. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on essaye de mettre en, c'est de répondre à ce besoin qui était identifié. Et c'était a priori quelque chose d'urgent, de pouvoir saluer la mémoire des résidents qui partaient, de l'officialiser de manière beaucoup plus respectueuse, et plutôt que de la froideur un petit peu administrative liée à l'établissement. Voilà, donc derrière tout ça, je pense qu'être à l'écoute de de ces équipes qui ont aussi ensuite étayé un petit peu ces demandes et les ont formalisées à travers le pupitre et puis le livre de recueil à l'entrée. Voilà. Mais ce que je trouvais intéressant dans l'exemple que vous venez de retranscrire, c'est que pour permettre aux gens de faire un travail qui leur paraît qualitatif, donc à vos équipes soignantes, vous allez jusqu'à prendre en considération le point de vue des résidents. Donc c'est en cascade le besoin des résidents qui va incrémenter les besoins de vos équipes, et vous permettez en fait l'expression de ces initiatives, et puis vous les facilitez. Vous avez un autre exemple peut-être avec, il me semble, des questions d'entretien de compétences, de formation. Alors, ça remonte un petit peu sur le sujet qu'avait évoqué tout à l'heure Madame Arbutina. Alors, nous, on a un EHPAD où on a mis en place la télémédecine récemment. Et en fait, bien entendu, on a des agents qui peuvent être un petit peu réticents à l'arrivée de nouvelles technologies, parce que ça peut faire peur, parce qu'elles n'ont pas forcément l'habitude, les ordinateurs et toutes ces choses-là. Et pour autant, ça fait partie du monde dans lequel on vit. Mais on peut avoir encore quelques oppositions et réticences par rapport au métier du soin, et le fait d'avoir cette arrivée de télémédecine, ça pouvait porter un petit peu, ça pouvait générer un frein dans l'utilisation quotidienne, en fait. Et alors, à la base, la télémédecine, pour nous, c'est simplement, on l'a mis en place à travers à travers un dispositif qui s'appelle le tablette Nomadec, et qui permet des téléconsultations programmées et non programmées. Et les téléconsultations qui sont programmées, c'est du registre du rôle de l'infirmière, mais les non programmées, ça peut être tout le monde. Donc l'idée, c'est que dès l'instant où on a un résident qui va pas bien et qu'il faut appeler le SAMU, en fait, n'importe quelle personne, n'importe quel agent doit être en mesure de prendre la tablette Nomadec, de faire un bilan d'urgence avec cette tablette, et de l'envoyer au 15. Alors ça, quand les infirmières sont pas là, c'est vraiment très utile, à partir de 19h30, quand on n'a plus d'infirmière, jusqu'au lendemain, 6h, quand elles arrivent. Donc, les agents avaient donc une responsabilité,
Et c'était celle de savoir prendre les constantes et de pouvoir utiliser cette tablette-là. Et en fait, l'idée, c'était de savoir comment on pouvait les former tout le monde, parce qu'en fait, il fallait que tout le monde soit formé. Et là, en fait, les infirmières ont décidé, enfin, c'est venu des infirmières, elles ont décidé de mettre en place ce qu'elles appelaient l'atelier du mardi, c'est-à-dire qu'elles tournaient dans tous les services, c'était leur propre initiative, avec cette tablette, en présentant ça aux agents et en leur laissant la possibilité de l'utiliser et de dire qu'elle se situait à un endroit et que sur leur temps libre, ils pouvaient l'utiliser pour créer des bilans fictifs et s'entraîner. Et en fait, on s'est aperçu que, comme on était dans la crise Covid, on s'est aperçu qu'en fait, cette utilisation-là et ces ateliers du mardi étaient toujours en application sans que nous, au niveau de la direction, on ait eu à faire des piqûres de rappel ou des rappels à l'utilisation de cette, je dirais, de ce nouvel outil. Et en fait, ça nous a vraiment surpris parce qu'on s'est dit, en fait, il y a eu une sorte d'adhésion qui s'est générée sur les idées des infirmières et qui s'est ensuite développé et on s'aperçoit qu'en fait, on a des bilans fictifs qui ont été créés par des agents qui, lorsque les agents avaient fini leur liste le matin, ils avaient 10 minutes, en 10 minutes, ils pouvaient l'utiliser. C'est intuitif et en fait, l'idée étant que dans l'urgence, ils soient en capacité de le faire à la demande du médecin du SAMU. Voilà, donc la question, je dirais, de l'exploitation et de l'entretien des compétences là-dessus, ça m'a assez bluffé et je trouve que il y a là-dessus, pour le coup, on n'était absolument pas du tout concernés au niveau enfin, ça s'est fait de manière vraiment autonome. Voilà et on est vraiment dans les, dans la thématique, à savoir l'autonomisation et la prise en charge, et l'efficacité de la prise en charge, l'amélioration de la qualité là-dessus. Voilà. Ok. Merci pour ces différents exemples. Je pense qu'on arrive au terme de notre temps de témoignage. Merci. Si pour conclure, vous deviez nous donner quelques éléments qui guident votre action. Alors, bon, je les ai cités tout à Oui. l'heure en introduction essentiellement. Je pense que vraiment, quand je dis savoir être à l'écoute, c'est vraiment être en mesure de pouvoir distinguer ce qui peut être envisageable et envisagé et de voir comment on peut le mettre ensuite en forme. La posture basse managériale, à mon sens, a alors effectivement, des fois, on pourrait dire c'est une question d'ego, c'est hors de question que ça vienne de la base, c'est à moi d'imposer. Non, je crois pas. Je pense qu'il y a des agents qui sont vraiment compétents, qui ont des savoir-faire et qui savent mieux les exploiter, les exprimer que nous sur certaines questions. Et l'idée, c'est de faire vivre ça au quotidien. Et en fait, derrière tout ça, vous allez avoir une adhésion vous allez fomenter une adhésion de la confiance aussi envers la direction et c'est à double sens. Et ça donne du sens dans le métier au quotidien, dans la pratique et ça permet une prise en charge effective. Donc, je pense que les qualités d'écoute, l'humilité sont des atouts qui permettent de créer les conditions de l'autonomisation des équipes. Oui, puis il me semble aussi dans ce que vous nous avez retranscrit, c'est que vous permettez en fait à vos équipes de s'exprimer et d'essayer. Voilà, de créer, d'expérimenter, d'ajuster s'il y a besoin, ce qui leur permet d'avoir ce fameux sentiment d'agir sur un travail pour qu'il soit le plus satisfaisant possible, à la fois pour leurs résidents et pour eux-mêmes, du coup, par effet rebond. Merci. Je confirme. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour ces exemples très, très concrets. Peut-être donc on arrive sur la fin de notre webinaire, mais je pense qu'il y a un passage quand même très important, c'est les outils et ressources. Donc Arnaud, si tu as quelques solutions pour tout le monde, nous sommes preneurs. Merci Maxime. Je pense que le témoignage qu'on vient d'entendre, ça évoque bien le fait qu'il n'y a pas nécessairement un outil ou un portefeuille d'outils standard à déployer, que ça se joue aussi beaucoup dans les structures, les positions, les égos et puis la manière dont on peut déléguer un certain nombre de missions. Néanmoins, pour faciliter le déploiement de ces postures, il y a un certain nombre d'outils qui sont à disposition, des outils notamment qui gravitent autour des questions de qualité de vie au travail. Vous en retrouvez la liste ici parce qu'ils sont tous disponibles sur le site de l'HAS. Peut-être en évoquer un en particulier
celui des essentiels de la QVT, qui peut être un outil pour permettre aux salariés de s'exprimer sur les différents registres qu'on a vus, donc l'organisation du travail, le poste du travail, la stratégie. Donc, c'est un jeu de plateau que vous pouvez très facilement télécharger avec des cartes que vous pouvez découper pour animer des temps et faciliter l'expression et puis la possibilité, alors soit de résoudre des problématiques existantes, soit d'imaginer, en associant les salariés, de nouvelles formes d'organisation ou de voir des innovations en termes de fonctionnement au niveau des établissements. Donc, ce jeu me semble tout à fait cohérent avec ce qu'on vient d'évoquer dans ce webinaire, avec la possibilité de positionner des choses qui sont opportunes ou pas du point de vue des salariés, à savoir des choses existantes mais insatisfaisantes ou à faire évoluer. Donc, vous pouvez retrouver ce kit de jeu directement sur le site de l'HAS. On vous mettra aussi dans les ressources à disposition la boîte à outils qualité de vie au travail qu'on a développée, avec quelque chose qui me semble fondamental sur les questions d'autonomie et de prise de responsabilité des salariés, c'est la question de l'expérimentation, qui est une voie essentielle pour travailler la QVT, en laissant la possibilité aux salariés d'expérimenter des propositions ou des idées. De notre point de vue, cette posture de l'expérimentation à petite échelle, hein, par exemple sur une équipe ou un service, on va tester les plannings gérés de manière autonome. On voit si ça marche. Si ça ne marche pas, on arrête. Et puis si ça marche, on essaie de voir si ça peut être intéressant à déployer sur d'autres unités ou d'autres services. Mais en tout cas, on s'autorise le droit à l'expérimentation, le droit à l'échec. Ça me semble être une condition fondamentale et puis une voie royale pour travailler ces prises d'autonomie et de responsabilité. Parce que si ce n'est pas facile pour les managers, ce n'est pas facile non plus pour les salariés de faire des propositions, de les mettre en œuvre, parce que si ça ne marche pas, comment je serai vu après? C'est facile pour personne. Donc, pour que tout le monde puisse avancer de manière un petit peu décomplexée ou libérée sur des nouvelles pratiques, des nouvelles organisations, la voie de l'expérimentation me semble en tout cas, moi, fondamentale, et vous aurez quelques repères pour conduire les projets en format expérimentation. Voilà, je ne voulais pas vous assommer avec des tonnes et des tonnes d'outils. Donc, pour résumer, les essentiels de la QVT que vous pouvez retrouver sur le site de l'HAS, la boîte à outils sur la conduite de projet en format expérimentation, et puis bien sûr, on vous rajoutera d'autres ressources sur le bilan de ce webinaire. Et maintenant, je vais laisser Maxime conclure ce temps passé ensemble. En tout cas, merci beaucoup Arnaud pour cette animation, ce témoignage que je trouvais extrêmement riche. On a vu vraiment que l'approche QVT parfois remet un peu en cause la conception qu'on pouvait avoir du rôle de cadre. Et c'est vrai que ça nécessite de faire ce pas de côté qui parfois peut être inconfortable pour certains encadrants. Donc, pour moi, ça appuie vraiment la nécessité et l'importance de l'appui de la direction pour son encadrement de proximité, vraiment pour un peu outiller, libérer le management et permettre aussi de s'appuyer sur les savoir-faire des professionnels. Mais il faut que ça soit un mouvement un peu global de l'ensemble de l'établissement. Je pense que c'est vraiment cette impulsion de démarrage, elle est centrale pour garantir la réussite potentielle d'une démarche QVT et le fait de faciliter aussi le travail des managers. Donc, ce webinaire est maintenant terminé. Vous retrouverez tous les outils qui ont été présentés, ainsi que le support et le lien vers le replay sur le site de la RACT et la page QVT de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et vous recevrez très rapidement un questionnaire d'évaluation
pour nous dire ce que vous avez pensé de ce temps, ce sur quoi vous aimeriez qu'on appuie pour les prochaines réunions, et aussi nous dire quelles thématiques vous aimeriez voir abordées sur les prochains webinaires que nous pourrions être amenés à mettre en place cette année. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup aux intervenants et à Arnaud pour l'animation et l'apport de contenu. Et nous espérons vous revoir vite sur un prochain webinaire. Merci beaucoup.